aborder le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Togo ce soir avec David Djelbavi. Bonsoir David. Bonsoir. Rodrigue Aïdo, bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir à David et bonsoir aux téléspectateurs. Dimas Tikoto, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. On commence avec le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari était samedi sous pression internationale après sa décision de suspendre le président de la Cour suprême à quelques semaines seulement des élections, une mesure qualifiée de tentative de coup judiciaire par les opposants et les acteurs de la société civile. L'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé leurs préoccupations à propos de la suspension du juge Walter Onnoghen qui, en tant que président de la Cour suprême, aurait été amené à se prononcer dans les contentieux relatifs aux élections du 16 février. Les Nigériens voteront donc ce jour pour choisir leur président. Dimas, est-ce que le président nigérien est en train de mettre en place sa stratégie de gagne? Oh, c'est clair. C'est clair. Du moins, c'est ce que ça apparaît, hein. C'est ce que ça projette. C'est des signaux clairs qu'il envoie pour dire que j'y reste. Hein. Je suis là, je vais mettre tous les moyens pour y rester. C'est vrai que la pression est tellement forte ces derniers temps, la pression de la communauté internationale, au point où le gouvernement a dû se prononcer clairement ce soir pour dire que, écoutez, le président de la Cour suprême n'est pas l'organisateur des élections et que il n'est pas appelé à se prononcer au premier ressort sur le contentieux électoral, et donc dire que le sauté vise à ce que les élections soient prononcées favorablement pour le compte du président sortant n'est pas vrai. Mais tout cela amuse la galerie un tout petit peu, d'autant plus que tout le monde connaît la position de ce monsieur vis-à-vis de la gouvernance de Buhari, et il sait qu'il ne lui est pas favorable, et de deux, la loi du pays ne permet pas au président de la République de sauter le chef de la Cour suprême, qui est en même temps le chef de la justice de tout le pays, et que pour le faire, il faut que le Sénat se prononce aux 2/3 pour pouvoir en arriver là. Et donc, je pense qu'il a le feu au cul, d'autant plus que le Sénat est appelé à se prononcer sur cette mesure ou de cette décision du président de la République, Muhammadu Buhari. Rodrigue Aïgo, qu'est-ce que vous en dites? Muhammadu Buhari est en train de mettre déjà les cartes en place en écartant quelqu'un qui éventuellement ne lui serait pas favorable? Bon, je ne sais pas si on prend ça comme une situation normale. On peut peut-être dire qu'il est dans une certaine logique de gouvernance. Mais il y a des éléments qui prêtent à confusion par rapport à la période, le temps choisi. Et parce que il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour avoir ces chefs d'accusation là. Tout le monde sait que d'ailleurs la plupart de nos chefs d'État, même Buhari là-bas, s'il faut fouiller par exemple, c'est qu'on ne va pas rater l'occasion par exemple de croiser des dollars et des euros un peu partout, ou des livres sterling un peu partout. Donc c'est un peu la pratique. Mais ce qu'il y a aussi aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus un président Buhari qui veut frapper fort pour faire croire au peuple nigérian que oui, je suis en train de tenir à ma promesse de lutter contre la corruption. Et donc, ça c'est un gros bonnet que je frappe. Et il veut se faire une certaine image puisque c'est une promesse électorale. Et il est à l'heure du bilan pour défendre ce bilan. C'est quelqu'un, moi je dis, qui veut bien habiller un tout petit peu des scénarios pour faire croire que oui, je suis dans cette dynamique-là. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est la pratique quand même sur le continent où on se sert de l'appareil de l'État pour régler des comptes en violation de tous les tests. Et puis on est là parce qu'on se dit chef d'État, inamovible. On se dit aujourd'hui je suis l'homme fort et donc même les tests ne sont pas plus forts que moi, je suis au-dessus des tests et je le fais. Ça, c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais cela n'exclut pas non plus que ce soit vrai que réellement les chefs d'accusation sont fondés.
Mais la période disqualifie totalement la sincérité de cette opération-là. Puisque d'ailleurs, le fait que ça viole les principes et que c'est par après, avec la pression soi-disant internationale de la communauté, d'une certaine communauté internationale, que le gouvernement sort de son silence pour expliquer quoi que ce soit, je pense que ça laisse un peu... si c'est vrai, si c'était vrai. De l'autre côté, ce qu'il faut encore... Pourquoi ne pas respecter la procédure? J'ai dit tout à l'heure que quand on est aveuglé, obsédé par le pouvoir, ils sont comme ça, eux tous. Il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, sur le continent, ils sont experts en la matière. On piétine les tests avant de venir chercher des arguties pour justifier les bévues. Maintenant, ce que je ne comprends pas, la soi-disant communauté internationale qui joue l'arbitre à un point A et qui joue le pyromane à un point B, je ne comprends pas. Il y a eu des situations dans des pays plus que ça, mais ils n'ont pas levé le petit doigt. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui au Nigeria, les gens s'égosillent on parle de pression, soi-disant communauté internationale. Désolé. David, est-ce que dans le cas d'espèce, le président de la République nigériane peut être, débouté par la Cour suprême elle-même? Oui, et c'est ce qui fait l'indépendance de la justice des pays anglophones. Il n'y a pas de pression extérieure, il n'y a pas d'ingérence. Voilà. C'est-à-dire, il y a une certaine autonomie, en tout cas on en voit dans certains pays anglophones tout autour de nous, où la justice de ces pays est assez indépendante et les décisions prises illégalement par le président de la République peuvent être déboutées à tout moment. Et Buhari est dans un rôle qui consiste à mettre en place tous les systèmes pour pouvoir assurer sa victoire. Déjà, il a fait nommer sa nièce à la tête de la commission qui doit superviser l'organisation des élections. Ça a été décrié pendant très longtemps. Le bilan qu'il présente aujourd'hui est mitigé. Côté sécurité et côté économie, le Nigeria, c'est un gros poids de l'économie sous-régionale. Et donc aujourd'hui, quand on vous dit que le Nigeria peine à remplir, ça veut dire qu'il y a, sur le plan économique, ça veut dire qu'il y a un problème. La lutte contre Boko Haram, l'insécurité, les frontières du Nigeria qui sont tout le temps violées par les groupes terroristes. Et donc les Nigérians... Boko Haram a encore frappé hier, je pense. Attendaient avec plus de 10 morts. Buhari au tournant. Et lui, sachant qu'il est sur une pente glissante, a très tôt pris les dispositions, même en violant les tests fondamentaux de son pays. C'est un président qui n'est pas sûr de gagner. Aujourd'hui, avec le bilan qu'il a en face, ça va être très difficile. Si les élections se déroulent en toute transparence, ça va être très difficile pour Buhari de remporter. Parce que Atiku Abubakar a reçu un gros soutien de la part des différents, d'anciens chefs d'État. Voilà. Et donc ça constitue pour lui un tremplin sur lequel il va véritablement jouer pour battre Buhari dans les urnes. Et Buhari, disant qu'il n'a pas encore fini ses chantiers, il n'a pas encore fini les promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale, veut revenir encore aux affaires. Et donc pour ça, il prend des décisions, même s'il faut piétiner la loi fondamentale, il le fait. Mais ce qui est bien là-bas, c'est que avant les prochaines élections, ou peut-être dans les jours à venir, la justice ou l'appareil judiciaire de ce pays va décider de l'application ou non de cette décision qui a été prise par le chef de l'État nigérien. Alors, est-ce que ça ne ressemble pas à comme un pénalty qu'on siffle pour une équipe alors que le match est sur le point de finir? Vous allez répondre tout à l'heure, on sonne juste la demi-heure.